Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Serge Abitboul. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis au micro pour l'animation de cette émission. Bon, je suis encore un peu en rodage, alors soyez tolérants pour les nombreuses bêtises que je vais sûrement accumuler. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage automatique fédéré. C'est normal si vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Nous allons le faire avec un spécialiste du domaine, Mathieu Even, qui a passé récemment une thèse en mathématiques appliquées et en informatique à l'École normale supérieure de Paris, qui fait partie de l'université PSL. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique, politique et tout. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile, sur la bande FM à Paris sur 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Chers auditoris, si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et en partageant notre émission. Cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Quand on m'a signalé le travail de Mathieu Even sur l'apprentissage automatique fédéré, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de ça. On critique beaucoup l'hypercentralisation des data centers d'IA, leur pillage de données même privées. Comment y remédier ? Eh bien voilà, Mathieu a des réponses. Mais attention, ce n'est pas simple et cela conduit à des sujets durs, notamment d'informatique distribuée. Alors, en voiture avec Mathieu Even, qui est chercheur à INRIA, à Montpellier. Bonjour Mathieu. Merci d'être à distance avec nous à Montpellier pour l'émission Parlez-moi d'IA. Peux-tu nous dire rapidement quel est le parcours qui t'a conduit à une thèse de maths appliquées et d'informatique, c'est bien ça, et d'où tu viens ? Bonjour Serge. Bon, déjà merci beaucoup à toi pour l'intérêt de me recevoir. Alors donc je suis bien à Montpellier du coup à l'INRIA et moi mon parcours est somme toute assez classique en France, en sciences et en recherche du moins. Donc après un lycée avec un bac S, donc j'ai fait le prépa et ensuite l'école normale supérieure à Paris, ce qui m'a mené à faire une thèse donc après des études en maths sur les sujets que tu as mentionnés précédemment. Et ce qui m'a mené du coup à faire une thèse en particulier, ça n'est pas venu de suite, mais c'est de fil en aiguille les intérêts, les professeurs qui m'ont mené petit à petit vers ça. Bon, on va y aller doucement parce que c'est quand même assez technique. On va peut-être commencer par un petit rappel. Alors, on peut vraiment pas expliquer ça en détail, mais rapidement, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que l'apprentissage automatique ? Alors, en partant de loin, l'apprentissage automatique, on peut dire, vu que les noms de l'émission, c'est Parlez-moi d'IA, c'est une sous-tâche de l'IA. Si on voit l'IA, l'intelligence artificielle, comme le domaine qui vise à donner donc à des systèmes, à des ordinateurs, donc une capacité pratique. Et donc dans cette tâche qui est l'IA, l'apprentissage automatique, c'est un outil qui vise donc à donner donc cette capacité à des machines à apprendre à partir de données, du coup. Et donc c'est en quelque sorte une méthode pour l'IA, donc avec plein de domaines en soi. Et la question du comment du coup faire de l'apprentissage automatique, ça se résout en fait en général en plusieurs étapes. Donc la première, c'est avoir des données, et la deuxième, c'est utiliser les données. C'est-à-dire créer un modèle qu'on peut paramétriser, c'est-à-dire lui donner une certaine forme. Et avec les données, l'apprentissage automatique va en quelque sorte modeler cette forme. Je ne sais pas si une forme est la plus adaptée, mais en fait faire des mises à jour de cette forme pour petit à petit coller au mieux aux données entre entrée et réponse. Donc c'est vraiment données, et après il y a pas mal de méthodes qui permettent nombreuses méthodologies qui nous donnent différentes formes et après font en sorte que
ça match entre les entrées et les sorties des données. Donc à l'arrivée, on a un logiciel qui a un modèle qui a appris le plus possible à faire comme ce qui est montré dans les données. On a à peu près compris ça. Bon, peut-être pas la première fois que les gens l'utilisent, mais je pense que c'est bien entendre cette notion, mais c'est bien de la réentendre. Alors maintenant, là, on va zoomer un peu sur ton travail à toi. À l'intérieur de ce domaine de l'apprentissage, il y a ce que tu as étudié dans ta thèse, qui est l'apprentissage fédéré. Tu peux nous dire un peu ce que c'est ? Dans l'apprentissage fédéré, qui est un domaine assez récent en fait. Donc c'est entre 2015 et 2020 que le terme fédéré a émergé dans l'apprentissage automatique. Ça permet du coup, quand on a des données, de faire en sorte de faire de l'apprentissage automatique sans avoir à centraliser les données. Donc ce qui est hyper intéressant dans l'apprentissage automatique moderne, car la quantité de données est de plus en plus grosse et plus on a de données, plus le modèle qu'on entraînait ensuite est efficace. Donc l'apprentissage automatique fédéré cherche à faire comme si on était en apprentissage automatique centralisé, c'est-à-dire on a toutes nos données accessibles sur notre machine. On peut faire notre apprentissage automatique classique, ce qui a été fait des décennies, avant du coup l'apprentissage fédéré, mais sans centraliser les données. Donc le but, c'est de répondre aux enjeux récents de confidentialité des données. Donc les enjeux de confidentialité qui peuvent venir des institutions avec des lois comme la RGPD, ou même des utilisateurs qui veulent avoir confiance en les institutions qui demandent des données. Donc si je comprends bien, et moi j'aime beaucoup l'idée, on n'a pas tous besoin de mettre toutes nos données dans un immense data center contrôlé par Google ou Meta ou un autre. Chacun peut un peu garder ses données et on va arriver collectivement, si j'ai bien compris, à apprendre à partir de ces données, on va être capable de construire un modèle comme ce qu'ils font dans leurs gros data centers, mais en gardant un peu chacun nos données chez nous. C'est ça, si j'ai bien compris ? Ouais, exactement, c'est ça la philosophie. Donc c'est un peu l'idéal à atteindre. Donc faire comme si en fait on était tous une entité extrêmement forte, donc avec énormément de données, sans en fait on agrège toutes les données. Mais en fait c'est pas si simple. Il y a énormément en fait de difficultés pour arriver à cet idéal-là. Donc la première en fait la confidentialité. Donc qui me vient à l'esprit, c'est la confidentialité. Donc si on veut vraiment garder les données confidentielles, on ne devrait pas prendre de modèle dessus. En fait, apprendre un modèle sur les données, ça libère en fait, il y a des fuites de confidentialité quand après on donne le modèle public. Donc c'est par exemple vu si maintenant c'est facile à expliquer avec des modèles comme ChatGPT où on peut retrouver des informations qui sont censées être protégées par la RGPD. Donc attends, si j'ai bien compris, moi j'ai mes données personnelles dans mon chez moi. Je fais tourner un petit modèle dessus, je vais le passer à mes voisins, et quand je passe ce modèle à mes voisins, il y a des risques de faire fuiter mes données. C'est bien ça le cœur du problème. Exactement, ça c'est un des gros problèmes du coup du fédéré, de l'apprentissage fédéré. Donc par exemple, si on apprend un modèle sans tes données ou un modèle avec tes données, ça n'est pas le même modèle. Donc en fait, en faisant des méthodes qui sont quand même très très sophistiquées, on peut retrouver tes données donc en faisant un peu en différenciant les deux scénarios. Alors comment on fait pour les protéger ? Et du coup, il y a des notions qui ont été pas mal étudiées donc, entre 2000 et 2010, donc introduites dans ces années-là, comme la confidentialité différentielle qui, alors en faisant à la fois donc, du fédéré et en bruitant un petit peu ce que tu envoies donc, aux autres entités, tu peux te protéger de ces attaques-là. Et l'apprentissage fédéré amplifie en quelque sorte donc la confidentialité de tes données à partir la confidentialité du modèle que tu as à la fin. Mais ça risque pas. Donc je vais mettre du bruit dans les modèles que je passe à mes voisins, si j'ai bien compris, et ça risque pas de résulter dans une perte de précision dans l'introduction d'erreurs dans les données ? Ah exactement, oui, c'est un des sujets clés du coup en confidentialité différentielle, c'est comment faire en sorte et optimiser ce trade-off entre utilité, donc à quel point le modèle que tu apprends donc, est
marche, en quelque sorte, et confidentialité. Donc si tu veux zéro confidentialité, tu ne mets zéro bruit, mais si tu veux, et tu as l'autre extrême où tu mets énormément de bruit dans tes données, ce qui revient à ne pas avoir d'utilité dans ton modèle. Mais il y a un peu un trade-off optimal entre les deux. D'accord. Et plus tu as de données en fait aussi, donc c'est-à-dire plus tu agrèges d'utilisateurs, plus le trade-off est bas et en fait plus ça fait comme si on apprenait sans bruit, en quelque sorte. D'accord. Alors maintenant, je vais essayer de décliner un peu de ce que j'ai lu de ta thèse. Il y a un sujet qu'on retrouve un peu dans ta thèse, c'est les questions de asynchronie et de distribué. Tu peux nous dire un petit peu, c'est possible de faire passer un peu aux auditeurs ces deux notions et comment elles se placent quelles sont les difficultés qui s'introduisent avec ces sujets-là? Oui, tout à fait. Ce sont deux points donc assez clés de l'apprentissage fédéré. Donc j'ai parlé avant plutôt de confidentialité différentielle car c'est le plus naturellement de la question, la confidentialité. En fait, quand on apprend à partir de données qui sont décentralisées, donc sur des utilisateurs décentralisés, on a besoin de faire plein de communications entre ces entités elles-mêmes et entre ces entités et un serveur central qui centralise un modèle, s'il y en a. Alors, ça pose plusieurs problèmes. La première est la synchronie. Donc, quand on entraîne un modèle, on fait plein de petites opérations. Dans l'apprentissage fédéré, toutes ces petites opérations se font du coup sur chaque utilisateur qui a ses propres données et qui ensuite, après chaque petite opération, l'envoie soit à tous les autres utilisateurs, soit à l'unité centrale. Donc si toutes ces opérations sont parfaitement synchrones, ça fait un peu comme si on était en apprentissage centralisé, c'est-à-dire où on avait toutes les mêmes données agrégées au même endroit. Mais en fait, le fait d'avoir des délais et des opérations non synchrones font qu'on a pas mal d'incertitudes en fait, donc ce qu'on a à la fin. Et on y arrive quand même à obtenir un bon modèle de façon complètement asynchrone? Du coup, oui. On peut, en utilisant des techniques qui permettent de... En fait, on peut voir que la synchronie, le fait d'avoir des opérations qui ne se font pas en même temps, comme une sorte de bruit. Mais il y a pas mal de méthodes qui permettent de mitiger ce bruit en faisant comme si par exemple, on a une opération qui est vraiment trop en retard. On peut dire, quand quelqu'un est trop en retard, on peut juste l'enlever et après, on a un peu des schedules qui font que à la fois, on peut avoir de l'insynchronie, mais on enlève tout ce qui fait que notre modèle, à la fin, ne sert plus à rien. Donc ça, c'est un des premiers aspects, donc la synchronie. Et le deuxième aspect, donc tu parlais de distribuer, donc c'est données décentralisées, mais on peut avoir aussi modèle décentralisé. Et dans ce cas-là, on peut voir nos agents comme nos utilisateurs, comme plein de petits ordinateurs qui se parlent entre eux, et il n'y a aucune unité centrale qui possède donc un modèle centralisé. Et dans ce cas-là, c'est comme si on avait une sorte de graphe d'utilisateurs qui se parlent les uns aux autres. On parle, dans ce cas-là, d'algorithmes de commérage, donc qui commèrent un peu entre eux, aux utilisateurs qui sont proches d'eux. Et en commérant, en fait, ils arrivent à un consensus, c'est-à-dire qu'ils apprennent un modèle qui est commun à tout le monde, à partir de données de tout le monde, comme si on était centralisé. Donc ça, c'est une couche de difficulté supplémentaire par rapport aux opérations asynchrones. Si on ajoute la difficulté supplémentaire, qu'en fait, on n'a pas d'unité centrale qui possède un modèle sur lequel tout le monde est d'accord. Bon, super. Moi, je trouve que ça fait vraiment rêver cette idée d'être capable de faire de l'apprentissage automatique sans avoir des énormes data centers qui concentrent toutes les données du monde. Ça fait rêver. On pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps, mais il y a une deuxième partie de ton travail que j'aimerais qu'on aborde. C'est celui que tu fais depuis la fin de ta thèse. Et donc, peut-être que tu pourrais nous expliquer rapidement ce que tu fais maintenant, ce que tu as fait en postdoc et ce que tu fais maintenant en ce moment dans ton nouveau travail. Oui, du coup, j'ai fini ma thèse il y a 1 an et demi. J'ai fait un postdoc d'1 année, donc encore à l'INRIA, mais dans un autre... donc ma thèse était à l'INRIA à Paris. Là, je suis à Montpellier, donc dans une unité INRIA-INSERM. Donc l'INSERM, c'est un centre de recherche comme INRIA, donc partout en France, mais axé sur la médecine et non sur l'informatique. Et notre équipe de recherche est à l'interface entre informatique, donc à travers l'INRIA,
et la médecine à travers l'INSERM. Donc j'ai fait mon postdoc dans une équipe entre les deux, sur du coup de l'inférence causale, dont le but, dans le cadre de mon postdoc, est de quantifier l'effet d'un traitement. Alors, on va aller doucement. Ouais. Tu vas nous dire un petit peu ce que c'est que cette inférence causale là. Donc l'inférence causale, pour quantifier l'effet d'un traitement, c'est d'aller au-delà des corrélations. Donc le principe, c'est qu'on a des patients qui ont été traités ou non traités par un médicament, et notre but, c'est de quantifier donc, à quel point le traitement est bon ou délétère. Donc pour ça, on pourrait se dire, on va faire la moyenne du coup. Donc par exemple, compter le nombre de personnes qui ont survécu parmi les traités, les nombres de personnes qui ont survécu parmi les non traités, et si c'est significativement supérieur parmi les traités, le nombre de personnes qui ont survécu à une maladie avec un certain traitement, alors on peut dire que notre effet de traitement va être positif et on peut quantifier cela. Sauf que, en fait, ça, c'est de la corrélation dans le sens où, si par exemple le traitement n'a été donné qu'à des personnes jeunes, par exemple, on pourrait penser à l'hydroxychloroquine pour le Covid-19, c'est ce qui s'est passé dans certaines études. Si le traitement est donné qu'à des personnes jeunes qui répondent bien, donc on aura un biais et on peut penser qu'un médicament est bien pour un traitement, enfin, qu'un traitement est bien pour une maladie, alors qu'en fait, il pourrait être délétère. Donc c'est là qu'on fait de la causalité, où on modélise ceci grâce à des outcomes potentiels. Donc on se crée un monde parallèle dans lequel un patient traité n'aurait pas reçu le traitement, et on modélise dans ce monde parallèle ce qui serait passé. Donc un peu avec des outils d'apprentissage automatique, et ce qui permet de quantifier sans biais, donc comme présenté précédemment, l'effet du traitement. C'est un peu ça la base de l'inférence causale, du coup, pour ce que... Mais d'un point de vue statistique, le problème, est-ce que c'est pas que on n'a pas forcément suffisamment de données pour ce qui concerne, je ne sais pas moi, un type de maladie et un type particulier de patient ou un pays particulier. C'est pas ça la difficulté d'arriver à faire trouver de la causalité quand il n'y a pas forcément suffisamment de données précises. Alors ça, c'est une très très bonne question. Du coup, quand on a, en fait, tu as très très raison dans le sens où le gros problème, en fait, donc dans ce qu'on fait nous en ce moment, c'est vraiment les données. Donc on n'en a pas assez, et elles sont en général de pas assez bonne qualité. Donc le type de données qu'on a, ce sont des données issues d'essais cliniques, donc des patients pour lesquels le traitement est tiré au sort. Donc on a traitement A ou traitement B, donc avec en tirant une pièce. Donc ça, ce sont des données de très bonne qualité, dans le sens où il n'y a pas de corrélation entre le traitement et le patient, donc comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'hydroxychloroquine, par exemple. Donc ça, c'est des données de très bonne qualité, mais on a très peu. Donc, mais c'est randomisé, c'est en général une dizaine ou une centaine de patients. C'est pas plus, c'est sur lesquels on ne peut pas forcément faire d'apprentissage automatique. Donc on a ce type de données, et les données d'hôpitaux, donc on appelle Electronical Health Records, donc c'est toutes les données observationnelles des hôpitaux, donc de patients qui sont venus, et les données de traitement, avant traitement, et ensuite ce qui s'est passé ensuite. Donc ces données, par hôpitaux, on a un certain nombre de patients, mais là où la question est très intéressante, en fait, ça relie un peu aux notions d'apprentissage fédéré avant, dans le sens où par hôpital, le nombre de données est plus grand que par exemple si on faisait un essai randomisé, mais idéalement, vous devez avoir accès à toutes les données de tous les hôpitaux possibles pour avoir un peu comme ce qui se fait par exemple pour entraîner des gros modèles, donc un jeu de données assez gros. Mais ce n'est en fait pas possible du coup en l'état, donc par exemple en France aujourd'hui en 2025, donc notamment en raison des questions de confidentialité, il y a du RGPD qui rend donc ce genre de centraliser des données médicales impossible. Du coup, heureusement d'ailleurs, mais c'est un gros frein du coup en termes de données. D'accord, donc ça c'est un petit peu... Alors peut-être tu as peut-être préempté la question que j'allais te poser après, c'était est-ce que ça indique un petit peu pourquoi tu es passé de ta thèse sur l'optimisation distribuée jusqu'à ton travail maintenant en médecine sur l'inférence causale, c'est un peu ça l'explication, c'est que finalement les techniques que tu as développées dans ta thèse sont intéressantes pour ce cas particulier, cette application particulière? Alors,
oui et non. Alors oui, car effectivement, l'apprentissage fédéré en général peut être très utile dans notre cas, donc faire de l'inférence causale fédérée. Donc on a un peu des axes de recherche là-dessus dans notre équipe, à Montpellier. Mais ça n'est pas forcément ça qui m'a fait aller vers l'inférence causale, c'est plutôt le fait que l'apprentissage fédéré, donc les applications en médecine de l'apprentissage fédéré étaient celles qui motivaient un peu ma thèse au départ, mais dans ma thèse, sans toucher aux données, sans avoir d'application directe. Alors que ce que je fais depuis mon postdoc, donc apprentissage causal, enfin inférence causale, pardon, donc c'est être beaucoup plus proche des données, avoir un peu un aspect plus pratique et avoir plus proche des applications. Donc c'est un peu oui et non, j'ai envie de dire. Ok, on va rester un petit peu dans ce passage entre l'informatique, l'application médicale. Quand on fait ce genre de travail, c'est de façon évidente pluridisciplinaire. Alors j'ai une question sur laquelle la réponse peut être rapide, c'est est-ce que tu as fait des études de médecine ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe, les interactions avec les médecins, les interactions avec les patients, si tu interagis avec les patients, pour un informaticien. Dans une équipe de recherche qui, par définition, est mixte, hein, tu m'as dit c'est une RIA INSERM, comment ça se passe vraiment ? Alors non, je n'ai pas fait médecine. Donc, et ensuite, pour la suite, donc c'est un peu plus long, du coup, la réponse. Donc alors notre équipe, elle est INRIA INSERM, mais on a en fait peu de médecins dans l'équipe. On a 2 chercheurs INSERM, mais qui ne sont pas au jour le jour avec nous dans notre laboratoire INRIA, donc ce ne sont pas forcément avec eux qu'on collabore en direct, mais on collabore en revanche avec des médecins, avec, je pense quand même, un biais en termes de médecins, c'est-à-dire que ce sont plutôt des médecins qui sont intéressés par ce qu'on fait, donc l'inférence causale, donc plus, pour aller un peu plus loin dans le côté informatique de ce qu'ils font, et dans les études, et pour aller un peu plus loin et quantifier, et utiliser un peu de l'IA dans ce qu'ils font. Donc on a quand même un gros biais. Et on ne parle pas, en revanche, dans nos projets avec des patients. Et donc sur la question comment est-ce que ça se passe du coup avec les médecins, donc il y a quand même une différence de langage en fait entre informaticiens et médecins, dans le sens où on doit parler leur langage afin de motiver les applications des méthodes que l'on développe. Donc c'est un peu du coup ce qu'on fait, on doit le faire un peu à 2 étages. Donc notre travail, c'est développer des méthodologies, par exemple, donc c'est un exemple parmi d'autres, pour quantifier l'effet d'un traitement. Donc on le fait de manière mathématique, puis on implémente du coup le côté informatique aussi. Donc c'est un interface entre mathématiques appliquées et informatique. Ensuite, il y a le deuxième travail en parallèle, qui est plus un travail de vulgarisation si on veut que ce soit accepté donc par un médecin ou un biostatisticien en hôpital. Toujours un petit peu dans cette même veine, ce qui m'a un peu surpris quand j'ai regardé ce que tu avais fait, c'est que pour un jeune chercheur, tu as quand même déjà touché plusieurs sujets, alors qu'en général, hein, les chercheurs sont quand même plus stables, c'est-à-dire qu'ils commencent à travailler sur un sujet, puis ils restent un certain temps. Toi, tu as déjà touché plusieurs sujets, tu as même montré que tu étais quand même assez indépendant dans ta recherche. Est-ce que tu penses que tu vas continuer comme ça ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets de recherche qui t'attirent ? Est-ce que tu as envie de continuer à investiguer de nouvelles directions, ou là tu penses que pendant quelque temps tu as un sujet qui est dur, qui va te prendre un peu la tête pendant un certain temps? Alors je pense que je serai plus stable du coup dans l'avenir à moyen terme, parce que je pense avoir trouvé des sujets qui m'intéressent et qui puissent m'intéresser pendant assez longtemps, de par leur application et de par le fait que afin de les mener à bien, donc nos histoires de médecine personnalisée, de quantification d'effets de traitement, ce serait difficile de changer régulièrement de sujet, je pense. Il y a un peu une histoire de marteler ce qu'on fait pour que ce soit écouté. Enfin, c'est un peu... c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait le formuler, mais il y a un peu de convaincre. Ouais, en gros, il faut convaincre. Et aussi le fait que ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense beaucoup continuer sur ces histoires-là, tout en mêlant, donc j'ai des projets de recherche aussi que j'ai lancés récemment, dans
dans de la confidentialité, du coup, comment garder donc nos données confidentielles et comment évaluer la confidentialité d'un modèle. Donc c'est un peu ces deux axes-là sur lesquels je travaille, sur lesquels je compte travailler à l'avenir. Alors la question de la médecine personnalisée, ça fait quand même beaucoup rêver. On nous présente ça comme un idéal. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont l'air de travailler là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on va on va voir ça arriver dans les prochaines années, disons les 4-5 prochaines années, et quels sont les verrous scientifiques les plus difficiles pour toi à lever? Alors oui, il y a énormément de verrous. Et alors 4-5 ans, après il y a des... il y a un peu des croyances personnelles. Moi, je n'y crois pas du coup à aussi court terme en tout cas. Donc la médecine personnalisée, donc, pour revenir au terme, c'est en fait un patient arrive à l'hôpital, donc il donne à partir de lui on a des données, on a une maladie, on sait quel traitement il faut lui donner avec quelle dose. Donc c'est un peu ça la philosophie derrière la médecine personnalisée. Donc ça, il y a énormément de tâches derrière. Et donc côté scientifique, il y a pas mal de verrous, dont le premier serait, je pense, les données. Donc on a, comme je l'ai dit avant, on a très peu de données pour entraîner des modèles d'IA. Et ensuite, il y a le verrou méthodologique. Donc comment est-ce qu'on fait pour donner le bon traitement à la bonne personne? Comment est-ce qu'on résout ce type de problème? Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un gros verrou. Donc ensuite, même si ces questions peuvent être résolues, donc le verrou ensuite d'acceptabilité. Donc est-ce qu'on veut vraiment que ce soit comme ça ou pas? Est-ce que l'idéal peut être atteint? Autre question, Mathieu. Alors là, c'est une question, moi, quand je regarde beaucoup autour de moi, j'ai vu beaucoup de doctorants, y compris les miens, partir pour Meta ou Google, parce qu'on les attire avec des salaires énormes, et puis surtout des conditions de travail qui sont pas si mauvaises que ça. Est-ce que ça t'a tenté d'aller travailler pour Meta ou Google, ou comment tu as choisi t'as choisi de travailler dans un centre de recherche chez INRIA INSERM? Alors, c'était pas forcément évident. Du coup, en dernière année de thèse, c'est un peu le gros questionnement de la dernière année de thèse de tout le monde. Donc, alors, je n'ai pas cherché à travailler chez Meta Google, mais j'ai contacté pas mal d'entreprises pour travailler dans du privé, plutôt des entreprises donc en médecine personnalisée, donc avec application médicale. Et en parallèle, du coup, j'ai eu cette opportunité de travailler dans mon équipe à Montpellier, dans un postdoc qui était en fait donc un postdoc qui était à la fois donc dans un centre de recherche public, à l'INRIA à Montpellier, mais aussi en collaboration avec des entreprises, une entreprise en particulier. Donc c'était un peu entre les deux pour répondre aux questions du coup que je me posais la dernière année de thèse. Et donc la suite, en fait, travailler dans un institut public, c'est vraiment ça qui me plaisait. Du coup, comme j'ai eu cette opportunité, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est l'heure de conclure. Merci Mathieu pour ce partage de tes connaissances, de tes expertises, de tes passions. Ça a été super sympa de vivre ça avec toi. J'espère que les auditoristes ont bien dans la tête que pour l'apprentissage automatique, le chemin pris par ChatGPT, Llama, Gemini, Mistral et les autres n'est pas le seul chemin possible. Ça, c'est ce que tu as étudié dans ta thèse. Et puis qu'il y a des énormes possibilités en médecine. Trop merci Mathieu. Merci Serge. Au revoir. Merci à vous, chers auditoristes. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker et partager. Cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres et surtout, laissez-nous vos commentaires et impressions sur Apple Podcasts, Spotify ou LinkedIn, car cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et à bientôt.